Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Le luxe s'installe sur BFM Business, un site, une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée, c'est Iconic Business. La durée, maison de pâtisserie de luxe à la française, le décor est planté, 160 ans d'histoire sacrée, héritage et sacrée feuille de route pour la nouvelle directrice générale. Pérennisée et développée, Mélanie Caron est l'invitée d'Iconic Business. Jade Genin, elle s'est lancée depuis peu, elle excelle dans le chocolat après un passage par le droit, héritage familial dans son cas, mais attention, elle est en quête d'une identité, son identité, raffinement et esthétique dans son adresse parisienne d'Opéra, elle est dans les désirables de la semaine. Du design aussi, avec le PAD, salon qui célèbre le design mondial à Paris, rencontre avec Alexis Mabille, sans oublier l'iconique capsule. Tendance et phénomène, le design des années 80 revient en force, la galerie Eclético le célèbre. On verra ça avec Eva Jaco, c'est Iconic Business, bienvenue. De la gourmandise pour cette émission avec Mélanie Caron, directrice générale de la maison La Durée. Bonjour. Bonjour. Quelques mois à ce poste pour dessiner l'avenir d'une maison de plus de 160 ans. C'est une belle mission, mais c'est une sacrée mission. C'est une sacrée mission. La maison a effectivement fêté ses 160 ans. Elle est née en 1862 rue Royale à Paris. Née boulangerie, puis devenue pâtisserie. La maison a eu effectivement plein de chapitres dans son histoire. Et j'en ai pris effectivement les rênes il y a bientôt 2 ans pour continuer et renforcer cette belle histoire. Alors la durée, c'est le salon de thé, le macaron, l'art de vivre à la française. Il y a une image raffinée, mais on a l'impression que c'est une image élégante, raffinée plutôt à l'international. Est-ce qu'en France, on a cette même image ou alors on a l'impression qu'elle est un peu dépassée ? Alors l'image en France est une image de tradition, une image d'une marque qu'on se transmet aussi de génération en génération. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'anecdotes qu'on m'a racontées depuis que je suis dans cette belle maison en me disant « Ah, mais ma mère m'y a emmenée, j'y allais avec ma grand-mère et aujourd'hui, j'y emmène mes enfants ». Et on sent que c'est vraiment une maison qui incarne l'excellence pâtissière française, que donc on se partage d'une génération à l'autre et qui effectivement a pour mission de faire rayonner la pâtisserie française à l'étranger. Et c'est là une mission magnifique puisque la pâtisserie, c'est vraiment un héritage du savoir-faire français, artisanal, des recettes très particulières. Et nous, on s'attache à rendre cette pâtisserie accessible au monde entier, en fait, dans je dirais un développement raisonnable, mais constant. Et cette mission est effectivement assez importante et elle vient compléter l'image que nous avons à Paris. Donc ça veut dire que l'enjeu n'est pas spécifiquement de moderniser, mais d'affirmer, de réaffirmer davantage les codes existants ? Oui, voilà. En fait, nous héritons de 160 ans d'histoire. On ne fait pas table rase d'un tel héritage. La maison est très belle, la marque reste très forte, évidemment. Et donc, l'idée, c'est bien de continuer à pérenniser cette force, de la déployer en France et à l'international, de renforcer la créativité sur le produit, la qualité du produit, la nomination à la création sucrée du chef Julien Alvarez en atteste. Et nous restaurons aussi la plupart de nos endroits iconiques en France et dans le monde. Notamment sur les Champs-Élysées. Exactement, nous avons un gros projet de rénovation des Champs-Élysées. La rue Royale fera aussi l'objet d'un rafraîchissement, mais c'est aussi le cas de notre adresse à Covent Garden à Londres, de notre adresse à Soho à New York. On est vraiment dans une optique de continuer à déployer cette magnifique marque et de réaffirmer notre position de leader sur la pâtisserie française en France et dans le monde. Il y a cette tendance finalement pour l'ensemble des maisons de luxe, peu importe le domaine, c'est de revenir aux fondamentaux, d'aller fouiller aussi dans les archives. Est-ce que la nomination et l'arrivée de Julien Alvarez aussi, créativité d'une part, mais on va fouiller aussi dans les fondamentaux? Vous avez raison. Je pense que l'ambition pour la maison La Durée, c'est d'avoir à sa tête un chef qui, à la fois, apporte un souffle de modernité, mais réussit à comprendre les codes, l'héritage et ce qui a fait le succès de la maison. Et c'est là où Julien fait un travail vraiment fantastique, parce qu'il a réussi à s'inscrire dans la tradition de la maison, tout en y insufflant modernité. Il a repris des recettes historiques de la maison pour les moderniser, à la fois dans leur composition, puisque la
la tendance est quand même au fait de désucrer considérablement la pâtisserie, oui. Donc il s'y attelle, mais aussi en prenant l'héritage des formes, des couleurs et des identités, je dirais, visuelles de nos pâtisseries pour les réinterpréter à sa façon. Et on a beaucoup de chance de l'avoir aujourd'hui à la tête de la création chez Ladurée. Donc une nouvelle pâtisserie, notamment une nouvelle pâtisserie Eugénie, puis des collaborations qui réaffirment l'identité avec, entre autres, le château de Versailles. Là, on est vraiment dans des codes similaires. On raconte une histoire sur un couloir identique. Exactement. La maison a pour tradition de faire des collaborations depuis très longtemps. D'ailleurs, ça a été la première maison de pâtisserie à se lancer dans les codes de la mode avec la notion de collection, la notion de collaboration. L'importance particulièrement attentive au packaging, au lieu, etc. Et effectivement, cette tradition des collaborations perdure, à la fois avec des marques institutionnelles, vous mentionnez le château de Versailles, nous préparons aussi une très belle collaboration avec l'Opéra de Paris pour la fin de l'année, mais aussi des collaborations avec des marques plus niches. C'est le cas, par exemple, de la collaboration que nous préparons pour la Fête des Mères avec une marque de bijoux qui s'appelle 5 octobre, marque parisienne, qui est aussi très intéressante parce qu'elle nous permet de marier des univers qui, en fait, à la base, ne sont pas forcément naturellement évidents. Et pour nous, c'est une vraie source d'inspiration et ça nous permet de toujours être dans l'air du temps sans jamais renier qui nous sommes. Oui, parce qu'il y a des temps forts, il y a des classiques, on parle de la fête des mères. Évidemment, on parle de Pâques. Si vous nous suivez, vous pouvez voir ce magnifique œuf à côté de vous. C'est un œuf signature, des heures, 20 heures de travail pour réaliser cette œuvre d'art. Il y a quand même des traditions et des choses à respecter dans le calendrier. Oui, alors Pâques, quand on fait de la pâtisserie, c'est un temps fort, c'est une certitude. On a à cœur, évidemment, chez Ladurée, d'honorer ce moment qui est à la fois un moment culturel, festif, familial. Et c'est un gros rendez-vous aussi en termes de chiffres. Voilà, exactement. Il y a 2 grands rendez-vous dans la pâtisserie dans l'année. Il y a Noël, évidemment, et il y a Pâques. Pâques, c'est un moment de gourmandise très assumé. Le chocolat est à toutes les tables en général. Et c'est vrai qu'avec la collection de Pâques cette année, le travail de l'œuf signature du chef Julien Alvarez, qui est un œuf absolument spectaculaire, nous permet d'accompagner effectivement ce moment. Et pour ce temps fort business, vous avez raison. On va revenir sur l'histoire, bien évidemment, de Ladurée et de son évolution. Je vous propose un détour d'abord par le PAD. Avant Londres, le salon du design était à Paris. Eva Jaco vous y emmène. Galeristes, marchands d'art, artistes, toute la scène internationale du design s'est réunie au PAD. Ici, contemporains, modernes et anciens se répondent. Outre les galeries de renom comme les Français Patrick Fourtin et Jacques Lacoste ou encore l'Américain Carpenter, de nouveaux entrants font leur apparition et c'est ce que l'on va découvrir. Alors cette année est une année un peu spéciale, le PAD fête ses 25 ans. Patrick Perrin, qu'est-ce qui fait la particularité de cette 25e édition parisienne ? Définitivement la venue de jeunes galeries de design contemporain qui sont internationales, qui viennent d'un peu partout, d'Inde, de Suisse, de Hollande, de Belgique. Est-ce que Paris est redevenu la place centrale du design ? Tout à fait. De toute façon, la France a toujours été la capitale des arts décoratifs et donc du design. Et puis cette année, il y a un créateur de haute couture qui présente pour la première fois sa collection de design au PAD. Alexis Maville, bonjour. Alors vous présentez votre collection, votre deuxième opus, ça s'appelle Wave. Est-ce que l'on crée un objet de décoration de la même manière qu'une robe de haute couture ? Alors finalement, c'est assez similaire dans la méthode. C'est créer quelque chose, avoir des idées en tête, des envies de volume et ensuite le volume d'une collection de vêtements ou d'éléments de décoration finalement est un peu la même approche, sauf qu'on va utiliser du marbre ou du bois à la place du tissu ou du tulle par exemple. Et vous êtes allé notamment chercher vos artisans dans les Pouilles, c'est ça pour votre table en marbre ? C'est ça, alors la table en marbre en fait est faite par des artisans français qui sont des anciens compagnons qui se sont installés dans les Pouilles pour redévelopper un atelier de marbrerie parce qu'il y a une tradition là-bas où on travaille. Alors par contre la table est en marbre français, c'est du Saran-Colin qui était réservé à Louis XIV à l'époque, qui était une carrière royale qu'on a utilisé, c'est une pierre assez rare avec des couleurs assez spéciales avec du rose, du rouge, du gris à l'intérieur où on a travaillé cette technique de pliage du marbre qui s'appelle le comezo en fait, qui était une vieille tradition italienne. Soutenir les jeunes talents ou encore faire rayonner les galeries historiques, c'est l'ambition du PAD que l'on retrouvera à Londres en octobre prochain. Salon du design donc à Paris, cette étape avant Londres en effet avec Eva Jaco. Des étapes aussi chez Ladurée, il y a eu en 1993 et le groupe Holder, Love Group de Stéphane Courrobier en 2021 avec l'idée de développer finalement un vrai art de vivre français avec une stratégie un peu d'expérience Ladurée plutôt que de pâtisserie Ladurée et sans doute aussi de diversification.
L'expérience, la durée est un héritage de la maison. La durée a cette particularité d'avoir été la marque qui a inventé le salon de thé parisien. La marque est née donc en 1862 rue Royale par Louis-Ernest Ladurée. Son fils, Ernest Ladurée, épouse Jeanne Souchard, qui a la riche idée de se dire « je ne vais pas seulement faire de la pâtisserie, je vais aussi proposer aux dames de venir prendre un thé pendant qu'elles prennent leur pâtisserie ». Ainsi naît le premier salon de thé parisien pour faire concurrence au salon littéraire où apparemment on s'ennuyait sérieusement, et surtout pour faire le pendant au café qui, eux, était réservé aux hommes. Le salon de thé parisien naît, l'expérience La Durée naît à ce moment-là. Naît déjà. Exactement. Et à partir de ce moment-là, il y a eu de multiples figures qui ont participé à cette notion d'expérience La Durée. J'ai en tête notamment notre boutique de Bonaparte, qui est installée dans l'ancien atelier de Madeleine Castin, donc qui a été vraiment une muse pour la décoration et l'art décoratif La Durée, qui fait aussi partie de l'expérience. Et donc effectivement, je dirais le changement d'actionnaire ne change pas vraiment la stratégie de la maison qui, elle, s'inscrit dans le fait de toujours renforcer et sublimer l'expérience La Durée et l'art de vivre à la française au travers effectivement du salon de thé, au travers de la pâtisserie avec une ambition sur le produit et la qualité toujours plus forte et avec un petit peu de diversification mais qui est finalement assez mesurée. Nous développons une carte salée mais qui est un peu l'héritage du salon de thé. Nous allons bientôt annoncer une collaboration avec une chef de ZFE pour la carte salée de la rue Royale. Nous travaillons à cette, je dirais, extension de l'offre plus que vraiment diversification. Et on est toujours dans le saupoudrage et quelque chose de raisonnable dans la continuité de l'identité. Tout à fait. De La Durée. Un mot sur la politique retail. Ça s'est déployé, des corners, des boutiques, etc. à l'international également. Est-ce qu'il n'y a pas eu la difficulté d'avoir peut-être une image un peu trop industrielle à un moment plutôt que cette image de savoir-faire et d'artisanat? Le développement est un développement qui est très raisonné. Nous faisons de la pâtisserie. La pâtisserie demande toujours l'ouverture d'un atelier de pâtisserie avec des pâtissiers au travail. Et donc, si vous voulez, cette image d'industriel, elle est vraiment pas justifiée, notamment parce que, évidemment, le déploiement à l'international nous a invité à renforcer la mécanisation d'un certain nombre de gestes. Mais le produit reste parfaitement artisanal. Nous n'utilisons aucun colorant artificiel, il n'y a aucun conservateur, aucun additif. Enfin, les recettes sont parfaitement non industrielles, parce que quand on pense industriel, on pense un peu produit chimique, je dirais. Un déploiement en France, mais également sur d'autres marchés, les États-Unis, la Chine. Ça fait partie des cibles importantes. Voilà, nous sommes présents aux États-Unis depuis une bonne dizaine d'années. Notre idée aux États-Unis, c'est plus de renforcer notre présence toujours dans un développement effectivement assez raisonné. Nous allons renforcer notre présence à New York, sans doute regarder une ouverture à Chicago. Nous sommes présents à Los Angeles, qui est une ville assez intéressante parce qu'elle nous a forcé aussi à aller chercher de la pâtisserie végane il y a déjà plusieurs années. De développer autre chose. De développer autre chose, exactement. Et puis effectivement, vous avez raison, vous mentionnez la Chine. Ça fait partie des pays dans lesquels nous sommes déjà présents. Shanghai d'abord. Shanghai uniquement à ce stade. Et puis nous verrons comment ça se développe dans le reste de la Chine. Il y a une porte d'entrée où on y va de manière mesurée parce qu'il y a quand même l'aura de la pâtisserie française pour la Chine, mais est-ce que c'est compliqué encore de s'installer? Le Covid a été une difficulté. Voilà, le Covid a été une difficulté majeure, notamment sur le marché chinois. Vous savez que la Chine a eu énormément de mal à s'en remettre. Et d'ailleurs, nous en sortons à peine. Notre idée, c'est d'installer la marque de façon extrêmement crédible et pérenne. C'est pas du tout évident d'arriver avec de la pâtisserie française quand vous arrivez en Chine. La Chine a sa propre culture culinaire. Donc, nous arrivons toujours avec beaucoup d'ambition, mais aussi beaucoup d'humilité. Et donc, nous prenons le temps. Un salon de thé, 2 salons de thé. On fait découvrir la gamme aux clients chinois et puis on avance doucement et puis surtout on adapte parce que ce qui est important de comprendre, c'est que la Maison La Durée, bien sûr, c'est une ambassadrice de la pâtisserie française, mais elle a toujours à cœur d'être invitée dans les régions dans lesquelles elle s'installe. Et de s'adapter au palais toujours des pays, des marchés. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Et c'est en somme ce que le luxe est pour vous, pour Mélanie Caron. Il y a un traditionnel et on ne peut plus iconique, un sac. Alors, votre cœur balance entre Hermès et Chanel. Alors, effectivement, quand vous m'avez posé cette question, je me suis dit, mais finalement, le luxe, pour moi, comment j'arrive à le définir? Et la première chose qui m'est venue en tête, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure au sujet de la marque, La Durée, c'est vrai que pour moi, un objet de luxe, c'est un objet qui se transmet.
c'est un objet dont on hérite de sa maman et qu'on a envie de passer à ses enfants. Et donc, assez naturellement, la maroquinerie est pour moi un objet qui est en mesure de traverser les générations. Et donc, j'ai pris évidemment l'icône de chez Hermès ou le timeless de chez Chanel, mais vraiment pour illustrer cette notion que pour moi, le luxe est quelque chose qu'on se transmet. Il y a aussi la question d'expérience, on y revient finalement, c'est cette expérience et surtout cette exclusivité comme une visite privative du château de Versailles pour vous. Exactement, et donc j'avais pris l'exemple du Grand Contrôle, un hôtel Les Érelles à Versailles, et ce qui m'intéressait dans cet établissement hôtelier, c'est deux choses. D'abord, vous dormez dans l'ancienne demeure du contrôleur du roi, ce qui est quand même en soi déjà complètement extraordinaire, à l'intérieur de l'enceinte du château de Versailles. Et deuxièmement, en tant que client à l'hôtel, vous avez accès à une visite privée après la fermeture du château. Et finalement, ces expériences complètement inaccessibles, hors du temps, sont aussi pour moi une définition du luxe assez forte. Et on reste dans le même groupe, dans la même entité. Et puis on dira un dernier mot rapidement du sur-mesure. On parlait de la transmission et c'est aussi l'exclusivité et le sur-mesure incarné entre autres par la haute couture. Voilà, la haute couture, le fait à mesure, le fait juste pour la cliente. Pour moi, c'est sans doute la définition suprême du luxe, un peu ce que nous avons cherché à faire aussi avec l'œuvre, c'est vrai, de se dire c'est à la demande du client, c'est à la mesure, c'est le talent et le génie d'un créatif au service d'une cliente unique. C'est quand même l'extrême personnalisation. Merci beaucoup Mélanie Caron d'avoir été avec nous dans Iconic Business. Dans un instant encore du chocolat à l'approche de Pâques. Les grandes maisons redoublent donc de créativité. On sera avec Jade Genin, chocolatière, mais tout de suite c'est l'Iconic Capsule. On parle cette fois de design et de la folie des années 80. À l'occasion des 10 ans de la galerie Eclectico Studio spécialisée dans les années 80, son fondateur Stéphane Cosma organise une exposition éphémère. Ici, on retrouve une centaine d'œuvres de 40 artistes qui permettent de recontextualiser ce mouvement du design postmoderne. Sont exposés les objets colorés du groupe Memphis, dont les œuvres de son fondateur Ettore Sottsass, mais aussi Philippe Starck, Super Studio ou encore Paolo Palucco. La tendance pour les années 80 est en pleine expansion et Stéphane Cosma a parcouru l'Europe pour retrouver toutes ses œuvres. Il y a 30 ans, l'Europe, elle est représentée comme un espace culturel, quelque chose de très vivant. Et il y a eu plein de collaborations. Ma mission avec cette expo, de remettre ça un peu en valeur. Stéphane Cosma a réuni une dizaine de textes de commissaires d'exposition, historiens et spécialistes de l'art du design postmoderne, comme Marco Sanmicelli, Sophie Driss ou encore Louis Cervero. Un catalogue tiré à 500 exemplaires numérotés qui explique l'essor du postmodernisme et son expansion en Europe. Tout de suite, les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Bon là, on va surtout se projeter dans un instant avec Jade Genin qui a ouvert une chocolaterie à Opéra à Paris. On parlera encore de chocolat. Et puis sur ce beau plateau, on va parler avec Sarah Durin qui nous accompagne cette semaine d'une sélection d'œufs de Pâques, de trésors de Pâques, parce que ça y est, on célèbre ça ce week-end. Et avec notamment un œuf couture de la Maison Fouquet. Tout à fait, il est juste devant moi, juste là. Cet œuf couture, il s'appelle œuf couture parce que l'une des boutiques de Maison Fouquet se trouve rue François 1er, donc juste à côté de la rue Montaigne. Et c'est en fait un clin d'œil à cette rue, à ce quartier qui abrite plein de couturiers, grands couturiers. Avec justement, on verra cet œuf ajouré, comme de la dentelle, etc. Dans votre sélection, on y a aussi, du côté du Parc Hayat, l'œuf cathédrale illuminé. Alors, il va falloir nous en dire plus. Eh bien, en fait, cette création, c'est la création de la chef Nara Ekim, qui est coréenne et qui, donc, dans son pays, n'a pas de culture de Pâques. Et quand elle est arrivée en France et qu'elle a dû créer une création de Pâques, eh bien, elle s'est rendue dans une cathédrale et elle a été complètement subjuguée par les vitraux de la cathédrale, le soleil qui perçait ces vitraux. Et elle a voulu le retranscrire dans son œuf. Donc, en fait, ce qu'on voit coloré, c'est de la pâte de fruits. D'accord. Et à l'intérieur, elle place une petite touche de couleurs différentes. Ouais. Tout à fait, donc plusieurs goûts. Et à l'intérieur, elle place une petite lumière.
Et du coup, avec une lumière un peu tamisée, une ambiance un peu tamisée, on voit la lumière ressortir de cette pâte de fruits. C'est très joli. L'effet des vitraux, il faut absolument nous suivre à la télévision pour voir ces différentes inspirations, ces différentes ambiances justement. Il y a l'œuf trésor du côté du Lutetia aussi. Oui, l'œuf trésor parce qu'au centre, on retrouve un petit bateau fourré au praliné. Et donc, en fait, chaque année, le chef du Lutetia veut rendre hommage, en fait, au palace. L'année dernière, par exemple, c'était la devanture de l'hôtel. Et cette année, eh bien, c'est le petit bateau qui est, en fait, l'emblème du Lutetia. D'accord, on a l'impression que c'est dans un écrin un peu puzzle, justement. Il est plus impressionnant que les autres. On a les traditionnels. Et là aussi, bon, un peu d'histoire, un peu de voyage du côté de Pierre Hermé également. Oui, Pierre Hermé, c'est une pièce découpée en 6 parties qui sont amovibles. La maison s'est inspirée de l'art précolombien. Ça se voit sur les glyphes que l'on voit tout sur l'œuf, là. Et oui, en fait, ça nous renvoie à toute cette inspiration de culture. Exactement. Et en fait, ils se sont inspirés et surtout, ils se sont instruits. Ils ont fait appel à des chercheurs, à des spécialistes. Ils ont visité des expositions pour vraiment savoir et connaître cette culture maya. On a évoqué tout à l'heure l'œuf signature, la durée, 20 heures de travail, 1 200 €, un travail conséquent, on le voit. Et puis on dira un mot pour terminer du travail de Yann Couvreur et de cette bonbonnière. Oui, la bonbonnière renard. Oui, c'est un renard. Si vous nous suivez justement à la télévision, c'est un petit renard allongé, couché. C'est ça. En fait, Yann Couvreur et le renard, c'est une histoire d'amour, en fait, parce qu'en fait, c'est sa signature, c'est l'emblème. C'est sa signature, c'est son emblème. Et il le met un peu à toutes les sauces, ce renard. Il le met dans ses bûches de Noël et dans d'autres créations. Et là, c'est une bonbonnière. Et quand on ouvre cette bonbonnière, eh bien, encore une fois, le thème du renard avec des petites pattes de renard. Merci Sarah, bon, vous nous avez accompagnés. Évidemment, c'est une série sur l'ensemble de ces œufs à retrouver sur le site d'Iconic Business. Puis on va accueillir une autre chocolatière, Jade Genin, qui a sorti des collections particulières. Et on va parler de pyramide. Là aussi, on est dans l'inspiration parisienne et dans l'héritage. Jade Genin avec nous, chocolatière, confiseur. C'est comme ça qu'on vous appelle? Oui, c'est ça, ça correspond bien. Bon, évidemment, on est dans l'ambiance de Pâques pour vous aussi. Est-ce que vous sortez des collections différentes à cette période? Vous aussi, vous jouez le jeu? Oui, bien sûr. Avec les traditionnels, les œufs? Avec les œufs, on a aussi pas mal d'autres sujets. Donc, on a des formes hyper sympas. On a un éléphant qui cartonne, un poisson hyper joufflu qui est super mignon. Et nous, on travaille beaucoup avec les couleurs. Donc là, c'est vraiment ma marque de fabrique, c'est les couleurs. On travaille à partir de pigments naturels, donc végétaux ou minéraux. Et ça amène vraiment une touche merveilleuse au moment de Pâques. Bon, l'idée, dans tous les cas, de votre côté, c'est d'apporter de l'esthétisme et surtout de la modernité. Enlever peut-être un côté un peu plus kitsch, un peu plus traditionnel du chocolat et surtout à Pâques. Exactement, ouais. C'est vrai que le chocolat, c'est un domaine de la gastronomie qui a un peu moins évolué que la pâtisserie, où on voit maintenant, il y a vraiment des choses hyper tendances. Pareil pour la gastronomie, il y a des choses très épurées. Sur le travail du chocolat, la majorité reste un peu plus classique. Et du coup, c'est chouette d'apporter un petit coup de peps avec des propositions différentes et d'apporter effectivement un peu les codes de ma génération. Qui n'est pas la toute dernière, mais qui n'est pas la plus vieille non plus. Bon, c'est un peu votre marque de fabrique. Il y a aussi cette chocolaterie du côté d'Opéra. Qui est entre l'écrin, le salon, la parfumerie. On est dans des codes qui sont quand même très loin du commerce de bouche traditionnel. Beaucoup d'or, beaucoup de blanc immaculé. On est dans une autre expérience. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, quand ils rentrent, ils demandent ce que c'est. Ils n'identifient pas tout de suite que c'est une chocolaterie. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour une bijouterie. Et moi, je trouve que c'est le plus beau compliment. Bon, à l'intérieur, donc comme bijoux chocolat, votre marque de fabrique, c'est les pyramidions, c'est ça? Absolument. Ces petites pointes de l'Obélix ou alors de la pyramide du Louvre. Tout à fait, ouais. Et c'est aussi, fallait un héritage, un marqueur parisien? Absolument. Moi, je suis née à Paris, je suis une fervente parisienne et je voulais quelque chose qui rappelle ce côté parisien, à la fois les monuments parisiens, mais aussi le côté très cosmopolite de la capitale. Et on retrouve cette dualité dans la pyramide qui est présente dans différents endroits de la capitale, mais qui rappelle aussi très rapidement l'Égypte ou des pays orientaux. La chocolaterie, ça fait peu de temps qu'elle est ouverte? Depuis novembre. Quel recul vous avez là dans un contexte un peu difficile? Ça valait le coup quand même de se lancer? Ça vaut toujours le coup. Il faut avoir l'envie, le courage et la volonté.
Mais quand on a envie de prendre son indépendance, ça vaut toujours le coup. D'autant que vous avez fait des allers-retours. C'est la tradition et l'héritage familial qui a eu un passage par des études de droit, par l'exercice d'un autre métier, celui d'avocat. Et vous y êtes revenu finalement. Absolument. J'ai commencé par faire mon chemin. J'ai fait mes études qui sont super bien passées. J'ai exercé 2 ans comme avocate. Et quand j'ai commencé ma vie professionnelle, le monde de la chocolaterie que j'avais depuis toute petite via mon père a commencé à s'éloigner de moi. Et du coup, j'ai ressenti un manque. Et ce manque a créé mon retour vers la chocolaterie par moi-même. Et un retour loin des codes un peu puristes. Les goûts, les textures et les matières premières ont évolué. Et vous faites évoluer aussi ça. Vous allez chercher autre chose, des choses plus végétales aussi dans la confection? Tout à fait. Moi, je travaille uniquement en végétal. Donc, il y a aussi une volonté d'apporter des textures et des saveurs différentes. Quand on travaille en végétal, en fait, c'est pas que végétal, c'est aussi travailler avec peu de produits. Donc, mes recettes comptent 2-3 ingrédients maximum. J'utilise pas de conservateur, pas de texturant, très peu de sucre, jamais de sucre blanc. Donc, on se tourne vers quelque chose de très épuré, mais du coup aussi de très léger et du coup très tonique en goût. Parce que c'est vraiment des concentrés de produits, en fait. Avec un goût du cacao, donc beaucoup plus fort, peut-être? Un goût du cacao plus fort et puis aussi un goût des pralinés plus fort. Par exemple, le praliné noisette, on a vraiment l'impression de croquer dans une noisette, sauf qu'elle sera toute fondante. Et du coup, il y a un jeu vraiment et sur les textures et sur les saveurs qui est assez sympathique. Une première chocolaterie, c'est votre nom sur la devanture, c'est donc la marque aussi. Est-ce que l'idée, c'est de se développer? L'idée, forcément, toute aventure commerciale, on a envie qu'elle se développe. L'idée, c'est effectivement de développer ça et aussi à terme de reprendre les chocolateries de papa. Donc d'avoir l'héritage et mon lieu d'expérimentation et de pouvoir mener les deux de front. Je pense que les deux marques ont une identité folle et moi, vraiment, ma volonté, c'est de porter les deux sur le long terme. Bon, une belle feuille de route. Merci beaucoup, Jade Genin, d'avoir été dans Iconic Business. Le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.